C'est compliqué d'avoir une mère comme la mienne parce que c'est quelque part une mère idéale. C'est une mère qui est toujours là pour toi, qui est toujours présente, qui est jamais lasse, qui se plaint jamais, qui te donne de l'amour à plus quoi savoir en faire. Mais vraiment dans le terme inconditionnel. Je crois qu'il n'y a pas plus à propos pour ma mère. Et ça a été un poids parfois parce que quand t'as quelqu'un qui te semble parfait, du coup tu veux que tout soit parfait. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible en fait. Je suis donc Juliette, j'ai 40 ans, je suis en couple depuis presque 12 ans, bientôt, dans quelques jours. J'ai 2 enfants. Ma fille Emma a 8 ans et demi, et mon petit garçon vient tout juste d'avoir 4 ans. Je fais partie d'une fratrie, nous sommes 4. J'ai une grande sœur, un grand frère, une petite sœur, et voilà. Je pense que c'est important de s'interroger sur le rôle, la relation qu'on peut avoir en qualité de mère avec sa fille. Et tout le travail consiste vraiment à s'observer pour voir si ce qu'on transmet est vraiment ce qu'on veut transmettre nous, ou ce qu'on nous a transmis et qu'on se sent obligé de retransmettre. Voilà, moi je voudrais vraiment... j'ai des choses que je voudrais garder de ce qui m'a été donné. Et puis il y a des choses que je voudrais apporter, des choses nouvelles, et voilà, quelque chose à moi, à ma fille et à mes enfants, de différent en fait. Quand j'étais enfant, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. J'étais très proche d'elle. Semble-t-il, j'étais même trop proche d'elle parce que je passais pas beaucoup de temps avec mon père. Il me semble me souvenir qu'elle m'avait dit que quand j'étais plus jeune, je voulais jamais aller dans les bras de mon père. Je voulais toujours rester collée dans ses bras. Elle me rassurait beaucoup. Ma mère, je faisais beaucoup de cauchemars quand j'étais petite, tout le temps en fait. Jusqu'à très tard, et ma mère avait cette force de toujours venir me garder auprès d'elle. Alors je restais souvent dans ses bras très tard, ce qui pouvait aussi un peu agacer à mon avis mon père, mais voilà, j'avais une relation très fusionnelle, j'étais très proche d'elle. Je me sentais rassurée à ses côtés. C'est clair, j'avais jamais peur à ses côtés, j'étais bien. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je voudrais transmettre à mes enfants, qui se sentent toujours en sécurité avec moi, qui se disent quoi qu'il arrive, je serai toujours là. J'ai jamais eu peur, et c'est peut-être ce qui m'a permis de rebondir dans ma vie, c'est que je savais qu'elle était là. Quoi qu'il arrive, je savais qu'elle était présente, qu'elle nous rassurait, qu'elle nous donnerait... qu'elle nous rassurait, en fait. C'est pas tant qu'elle allait nous donner à manger, c'était pas l'aspect matériel, c'était l'aspect... vraiment, elle était là pour nous dire, OK, quoi qu'il arrive, je serai là. Et elle était là, et du coup c'était ça qui était magique, c'est que moi j'en garde un souvenir, elle nous rassurait, quoi. On se sentait en sécurité, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours à l'écoute, toujours attentive, elle prenait toujours le temps de se poser, de nous écouter, c'était une personne très très patiente, voilà. Elle très discrète, très élégante, toujours apprêtée, très humble, et surtout elle avait ce côté, elle savait plein de choses, mais elle le montrait pas forcément. En fait, elle n'était pas là pour se montrer, elle était là pour nous montrer le chemin, en fait. Voilà, c'est ce qui me, ce que je retiens d'elle en tout cas. Tu dirais que tu as eu une mère idéale? Je pense que d'un certain côté, ma mère était idéale. En tout cas, elle voulait, je pense, malgré elle, parce qu'elle était, elle avait une enfance assez stricte, assez, voilà, il fallait, voilà, elle a eu une enfance assez dure, assez stricte. Il fallait qu'une femme représente une certaine image, et ne pas montrer certains signes de faiblesse d'ailleurs. Mon grand-père était une personne assez dure avec ses filles. Elle devait toujours être apprêtée, ne pas prendre de poids. Voilà, elle était... Donc, je pense malgré elle, en fait, elle devait rentrer dans cette case d'idéal.
Mais elle s'est oubliée au final, aussi. T'as le sentiment qu'elle s'est un peu sacrifiée. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait complètement abstraction de sa propre vie. C'est ça que je trouve assez fascinant avec ma mère, c'est que elle avait eu une vie beaucoup plus difficile que la nôtre. Elle a traversé des épreuves innommables et à chaque fois, elle faisait abstraction et ça m'a toujours subjuguée, quoi. Le 3 juillet 1993, toute la famille part en vacances. Juliette a 13 ans. Elle s'apprête à profiter de l'été au bord de la mer avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais sur une petite route de campagne, Christine, sa mère, perd le contrôle de la voiture. Mon père et ma petite sœur étaient dans la voiture de devant. Moi, j'étais avec ma mère dans une autre voiture. On était à l'arrière, on suivait mon père en voiture et en fait, j'ai juste eu le réflexe de rabattre mes jambes voyant que l'accident arrivait. Mais j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Pas eu le réflexe de faire autre chose, je pense aussi. Ça a été pour ma mère le plus difficile parce qu'en fait, elle s'est pris le volant de plein fouet sur le visage parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'airbag. Je me souviens juste de m'être retournée, de l'avoir vue pleurer, de me réclamer, de ne pas savoir où je suis et de la voir pleine de sang sur le visage, des morceaux de verre partout et me réclamer en fait parce qu'elle ne me voyait pas. Du coup, elle me réclamait, elle criait et du coup, je la rassurais, je lui parlais, je lui disais je suis là, je suis là, je suis là et je lui disais ça va, je suis là et tout va bien, bouge pas. Et en fait, je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour elle. Donc je l'ai pas bougée parce que je me suis dit que je savais pas quoi faire. Je suis juste sortie par le pare-brise de devant, sortie de la voiture, je me suis posée au milieu de la route et j'ai essayé d'interpeller les voitures, mais il n'y en avait pas forcément parce que c'était une toute petite route de campagne. J'ai au moins attendu, enfin, ça m'a paru une éternité d'attendre une voiture. Et puis une voiture qui est arrivée, une femme qui est arrivée et je lui ai expliqué la situation rapidement. Je lui ai dit que mon père était devant et qu'il fallait qu'elle prévienne qu'on avait eu un accident. Et je suis retournée auprès de ma mère, je l'ai rassurée. Et après, je me souviens plus grand chose. Je me souviens juste que les pompiers sont arrivés. Ils ont réussi à extraire ma mère le mieux qu'ils ont pu. Dans le camion de pompiers, en fait, ce dont je me souviens, c'est d'avoir la tête qui regarde par-dessus le hublot, qui regarde les nuages défiler. Et je crois que c'est là où j'ai pris conscience que ça serait jamais plus comme avant. On est arrivé à l'hôpital et on m'a auscultée. Je m'inquiétais pour ma mère. On m'a dit elle est en réa. J'avais mal aux côtes parce que je m'étais fait les côtes. Et ma petite sœur est venue. Je suis sortie du lit. On est sorties toutes les deux dehors. Elle m'a prise par la main. On s'est fait un signe qu'on a toujours gardé toutes les deux. On prend notre petit doigt et on se le serre toutes les deux. Et on s'est dit, ça va aller. Et c'était une journée très ensoleillée. Et cette journée s'est terminée sur un grand soleil. Ce qui était assez paradoxal avec la journée qu'on venait de vivre.
Elle a été en réa plusieurs semaines à Bordeaux. Et après quelques temps, on nous a dit qu'elle avait perdu la vue. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'en parle de cette manière. Sans trop réfléchir au final. Parce que souvent on intellectualise trop les choses et c'est pas toujours salutaire. Et donc là, de pas trop réfléchir, ça l'est un peu plus. Comment se sont déroulées les années qui ont suivi l'accident? Ça a été très difficile pour ma mère, parce qu'elle ne nous voyait pas grandir, parce qu'elle ne nous voyait pas changer. Ça a été difficile aussi parce que mon père, je pense qu'il a été marqué. Il devait gérer son entreprise, les enfants, sa femme. Donc mon père était blessé. Et la seule manière qu'il a trouvé... le seul moyen qu'il ait trouvé pour se réconforter, c'était de se renfermer et de boire. Et donc ça a été difficile. Et pour les frères et sœurs, je pense que chacun a essayé à sa manière de trouver refuge à sa manière. Donc moi, c'était de faire rire ma mère. Et même s'il y a eu des moments très difficiles à passer, je les ai pas vécus comme étant douloureux parce que j'essayais vraiment de mettre de la joie partout, quoi. Parce que je voulais absolument qu'elle trouve un sens à tout ça. Ça m'a permis aussi de me protéger de situations qui étaient douloureuses et de mettre de la couleur à ces situations-là, en fait. De mettre du relief à quelque chose plutôt de mettre de la couleur à quelque chose qui était douloureux et dramatique. Après l'accident, ça a été encore plus fusionnel. Je l'aidais du mieux que je pouvais à trouver ses repères, à choisir ses tenues, à se maquiller, à se sentir bien. Et je savais que ce qui la sauverait quelque part dans tout ce qu'elle avait traversé, c'était d'être la plus proche possible avec elle. Donc on faisait tout avec ma petite sœur surtout, parce que mes grands frères et ma grande sœur étaient plus grands. Donc ils commençaient à faire un peu leur vie. Donc on a tout fait avec ma petite sœur pour qu'elle se sente utile aussi. Lui dire, voilà, t'as ta place, on est là, dis-nous de quoi t'as besoin, et on veillait à l'aider du mieux que nous pouvions à notre niveau, avec ce que, voilà. La seule chose qui m'importait, c'était de la savoir bien, heureuse, et chacun de nous, on essayait de contribuer à ça, quoi. Je suis partie de chez ma mère relativement tôt ou tard, je sais pas, vers 18 ans. Je pense que c'était important que je me prouve que je pouvais rester à distance de ma mère. Je pense qu'il fallait que tu vois, j'ai une relation très fusionnelle, très proche. Je pense que quelque part, il y avait une partie de moi qui idolâtrait ma mère parce que je la voyais toujours prendre sur elle tellement de choses, d'épreuves, d'émotions, d'emmagasiner tellement d'émotions. Et c'est, je veux dire, sans jamais elle-même en parler, c'est quand même, pour moi, assez fascinant. C'est-à-dire d'emmagasiner autant de choses et ne jamais en parler. Et du coup, donc effectivement, ça, pour moi, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et je me disais, mais il faut que j'arrive à me prouver à moi-même que je peux vivre aussi sans ma mère, et tout en étant là pour elle. Et voilà, c'était mon souhait. Quelque part, j'y suis arrivée. C'est déjà bien. J'allais quand même pas finir toute seule avec ma mère, même si je l'aimais. Alors, tu es mère aujourd'hui.
Comment tu as vécu la grossesse d'Emma? Il faut savoir qu'à la base, je n'étais pas censée avoir d'enfant. Parce que j'avais vu plusieurs médecins et gynécologues qui m'avaient dit que ce serait très compliqué. Elle avait déjà été pour ma mère, en fait, elle a mis 5 ans à avoir mon frère. Et donc, je m'étais préparée plus ou moins au fait de ne pas pouvoir en avoir. Donc, c'était un peu un miracle. Voilà. C'était un miracle, donc autant te dire que j'étais inondée de joie quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai refait 4 fois les tests les tests de grossesse. Je suis allée direct me faire une prise de sang pour m'assurer que c'était bien le cas. Voilà. Et j'ai eu un mois où je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais assurer? Voilà. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que c'est le bon père? Enfin, plein de questions. Par rapport à ta mère aussi? Par rapport à ma mère aussi. Voilà, je pense que ça m'a mis une pression énorme que d'être maman parce que je me suis dit, il faut que je sois parfaite. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que c'était une fille? J'avais pas de préférence à la base, je n'avais aucune préférence fille ou garçon. L'essentiel, c'est que mes enfants soient en bonne santé. Mais c'est vrai que j'étais contente d'avoir une petite fille. Pourquoi? Je sais pas, parce que je voulais peut-être essayer de transmettre ce qui m'avait été transmis. Et pour moi, ça me semblait plus évident avec une petite fille en premier lieu plutôt qu'avec un petit garçon. Je sais pas. C'est une bonne question. Mais je sais que j'étais contente que ce soit une petite fille. C'est une période que tu as partagée avec ta mère? Oui. Alors en fait, c'est une période que j'ai partagée avec ma mère et que j'ai adoré partager parce que là, quand je l'ai annoncé, ma mère donc, ne voyait pas. Et du coup, on s'était dit avec mon compagnon qu'on lui ferait la surprise. Et c'était pendant Noël. Donc j'ai donné un petit cadeau à ma mère et c'était un petit body. Elle a touché le petit body. Je me rappelle avec ses... Elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop petit ça, Juliette. Et puis le temps qu'elle prenne conscience que c'est un petit body d'enfant, elle fait mais t'es enceinte? Elle me donnait plein de conseils, elle était rigolote, je lui posais plein de questions, elle me répondait. Et c'était super. C'était une super... c'était presque les plus belles années de ma vie. Vraiment. Devenue mère à son tour, Juliette s'impose au fil des années l'exigence de la perfection, jusqu'au burn-out. Je devais multiplier les rôles. Donc le rôle de maman, le rôle d'épouse, le rôle de professionnelle, plus voilà, gérer toute l'intendance de la maison quand il fallait, quand mon mari était en déplacement. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai réalisé que, en plus, c'est insidieux comme cercle parce que c'est un cercle vraiment vicieux parce que tu te dis que tu veux tout contrôler, donc tu cloisonnes chaque. Moi, je cloisonnais vraiment. Je rentrais, je mettais ma casquette de mère et j'essayais de faire rire mes enfants. Je faisais blackout de ma journée et j'étais avec mes enfants. Et le matin, je prenais les transports. J'avais beaucoup de transports en plus. Je devais être dans ma casquette de chargée RH. Enfin. Et en fait, tu prends goût au fait de réussir à chaque fois, de contrôler là-dessus. En fait, c'est ça qui est insidieux, c'est que plus tu arrives à gérer une journée, à accomplir ta journée en disant j'ai fait ça, et j'y suis parvenue, et plus tu nourris ça, et tu continues jusqu'à, en fait, je voyais que j'arrivais à gérer mon rôle de maman, et puis j'arrivais à gérer mon travail, et puis j'arrivais à gérer ma vie de couple, et puis j'arrivais à gérer la maison. Et au final, ça nourrissait ça, mais ça nourrissait une part, en fait, un peu l'ego, quoi. Et puis je voyais cette casquette de la perfection. Relative à ta mère? Relative à ma mère, effectivement. Il fallait être à la hauteur, quoi. Ouais, il fallait être à la hauteur. C'est clair, il fallait être à la hauteur. Il fallait être à la hauteur dans tous les domaines. Sauf que là encore, c'était pas possible. D'ailleurs, le médecin qui me suivait m'avait dit écoutez, il faut vous arrêter. Et j'ai mis 4 mois à l'entendre. 4 mois alors qu'il me disait il faut vous arrêter là. J'ai mis longtemps à m'en apercevoir et ça nécessitait un gros travail d'introspection parce qu'au final, je pense que je voulais tout réussir comme ma mère réussissait tout.
Ma mère, elle réussissait tout. Elle te faisait des petits plats mijotés faramineux, 4 enfants. Elle suivait ses cours d'anglais. Elle était toujours super bien apprêtée. Et c'est au moment où moi-même, je crois que je suis devenue mère, je voulais rentrer dans cette case de la perfection. Quand tu as une mère qui te paraît idéale et parfaite, avec tes yeux d'enfant et voilà, qui garde toujours son calme et tout ça, tu te dis mais comment je vais faire moi? Et puis c'est pas ma nature tout simplement, parce qu'en fait j'ai réalisé que c'était pas moi. Il fallait aussi que j'arrive à accepter que je n'étais pas forcément comme elle. J'étais pas comme elle. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle aimait aussi chez moi. Moi, je disais les choses quand ça allait pas. Je vais dire quand ça va pas, moi. Je vais dire non, mais ça va pas. En fait, j'ai accepté de ne pas être elle. Elle m'a laissé un super bel héritage. Mais aussi, elle m'a fait. J'ai réalisé aussi que moi, je pouvais aussi transmettre autre chose à mes enfants. Le fait d'être eux. Le fait d'être des êtres à part entière, des êtres singuliers. Et de ne pas se conformer à ce que je serais ou ce qu'étaient leurs grands-parents. Ta maman, elle est décédée il y a 6 ans, je crois. Je pense que ma mère, elle est tout le temps avec moi, en fait. Donc, je ne considère pas qu'elle est décédée. Je pense qu'elle est tout le temps avec moi dans toutes mes décisions. Parfois, quand je lui parle, parce qu'elle me rassure, je la considère comme avec moi, tout le temps. Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui à ta fille que t'as transmis ta mère de plus fort? D'être le plus en conscience possible. C'est-à-dire que ma mère, c'était quelqu'un qui avait tellement vécu d'épreuves, je pense qu'elle était toujours dans l'instant présent. Mais c'était quelque chose qui n'a jamais nécessité d'effort parce qu'en fait, c'était sa nature. C'est comme si, ouais, en fait, elle avait tellement vécu d'épreuves qu'au final, elle savourait les moments où tout était léger, au final. Et elle m'a appris ça. Et je le transmets à mes enfants parce que dès que je suis avec mes enfants, à chaque fois, chaque soir, je prends le temps. Chaque jour, je prends le temps de leur dire combien je les aime, de les câliner. On fait des câlins en famille. Voilà, c'est de nos instants qui sont précieux. Et je voudrais qu'ils les transmettent même à leurs enfants. C'est si tu es aimé, si tu te sens aimé, si tu te sens encouragé, tu peux faire plein de choses. Et moi, en fait, je pense que si j'ai déplacé des montagnes, c'est que je me suis toujours... Enfin, déplacé des montagnes, on va se calmer un peu, mais... je pense que c'est parce que je me suis toujours sentie en sécurité et aimée de ma mère. Ma mère, en fait, elle a trouvé le sens de sa vie. Et le sens de sa vie, c'était ses enfants. Il y a je sais pas si tu connais, il y a Viktor Frankl, un psychiatre. Viktor Frankl, qui était un psychiatre donc, qui a été enfermé dans les camps de concentration à Auschwitz, a mis en place une approche thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, qui consiste à définir le sens de ta vie. Et il expliquait très justement dans son livre, Le sens de la vie, je crois que c'est comme ça qu'il s'intitule, qu'une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qui nous motive, nous remet en action, quel est le sens de notre existence, et ben en fait, tu peux traverser toutes les épreuves. Et lui-même l'a expliqué, il a traversé ce qu'il a enduré à Auschwitz, parce qu'il avait trouvé le sens à son existence. Et je pense que ma mère, elle avait ça. Et c'est ce qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis que le sens de son existence, c'est d'avoir donné naissance à ses enfants, de les avoir aimés. Je veux dire, elle aurait pu baisser les bras 1000 fois. Enfin, je veux dire, t'as un accident de voiture, tu perds la vue, tu vois plus tes enfants grandir, ton mari te quitte, t'as plus de toit sur la tête, tu es obligé de déménager, t'as été habitué à un certain confort et à un train de vie... Voilà, ma mère est née dans un milieu plutôt très bourgeois. Elle s'est retrouvée à faire ses courses chez Franprix. Elle n'avait jamais mis les pieds chez Franprix, si tu veux. Donc, c'était quelque chose de... Et elle a su s'adapter et passer cette épreuve parce qu'elle a trouvé le sens à son existence. Et le sens de son existence, c'était ses enfants. Donc, je pense qu'elle m'a transmis ça. Si tu pouvais t'adresser à ta mère aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je pense que je lui dirais combien elle me manque. Et combien je lui suis reconnaissante.